Le train. Le train. Le train conduit. Le train conduit. Le train conduit là. Le train conduit là. Là où claquent les hurlements. Là où l'on ne crache que des injures. Là où domine l'avélissement. Là où règne l'odieux. Là où existe l'enfer sur terre. Après être descendu du train et avoir passé une première sélection, on nous a conduits tout au bout du camp où on nous a rasé les cheveux, où nous avons dû nous dévêtir complètement, passer une douche aussi, les cheveux complètement rasés et ramasser sur un tas de chiffons une robe et une vieille paire de chaussures. Quand je dis vieille, c'était vraiment vieux et déchiré. Et puis on nous a ramenés, donc celles qui avaient échappé à la sélection, dans ce camp-ci, et toujours en allemand, mais on se faisait traduire par des compagnes, on nous a fait mettre en rang par 5. Et alors là, il y avait une dame, une femme, qui avait un brassard sur lequel était marqué capot, et elle a commencé à donner des instructions en allemand, on ne comprenait pas, et des compagnes, c'est-à-dire on avait très froid, hein. Nous sommes arrivés en été, dans l'après-midi il faisait encore relativement bon, mais le soir, le froid tombait très vite sur nous, et comme nous étions vraiment quasi nus presque, et la tête rasée, on se tenait les unes contre les autres, et la capot a dit en allemand, mais des compagnes nous ont traduit, c'est pas la peine de vous protéger, parce que bientôt vous passerez à la chambre à gaz et au crématoire. Et quand cette femme nous a dit ça, maman et moi on s'est regardés et on a dit, cette femme est folle, elle raconte quelque chose qu'on n'a encore jamais pu imaginer quelque part. Pourtant, l'inimaginable existait. L'inimaginable était une réalité voulue par les hommes. L'inimaginable était subi par des millions d'hommes, femmes et enfants. Et l'inimaginable, c'est qu'aujourd'hui encore, l'histoire peut se répéter avec ces subtilités qui distinguent un massacre collectif d'un génocide. Guerre ethnique en Europe, massacre en Afrique, montée de l'extrême droite, révisionnisme et négationnisme, ces mots évoquent un futur inquiétant, celui du retour en arrière. Enseignants, retraités, étudiants, délégués syndicaux, ils étaient une septantaine à se rendre en Pologne pour visiter les camps d'Auschwitz et Birkenau. Leur guide, des rescapés de l'enfer concentrationnaire. Convaincus de l'urgence de perpétuer le témoignage des survivants des camps, conscients des menaces qui planent sur notre démocratie, tous se sont documentés sur les camps. Mais à l'heure du départ vers Auschwitz ou Birkenau, une appréhension s'était emparée des participants. Tous savaient qu'ils vivraient un moment exceptionnel quand un rescapé allait parcourir avec eux les allées des camps. Vous savez que c'est quelque chose qui est généralement impressionnant, surtout qu'il y a des rescapés ici qui vont vous accompagner, donc des gens qui ont vécu ça. Oui, on dit que c'est très, très impressionnant. On va essayer, on verra. Je crois que ça ne sert à rien de contenir ses sentiments. Mais quelque part, je sais que, il y a quand même une certaine crispation à l'intérieur. Mais bon, je pense qu'on est tous dans le même cas ici et qu'on a pu suffisamment en parler entre soi et que je pense que le groupe est suffisamment prêt à pouvoir vivre ensemble ce genre de choses. Donc je suis sûre que je ne serai pas la seule dans ce cas-là, mais que c'est le cas de tout le monde ici présent. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà posé des questions sur ce que vous pourriez ressentir en venant ici ? Non, c'est très difficile parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau malgré le fait qu'on y pense depuis longtemps. Et pour le moment, en tout cas, je ressens pas mal d'angoisse avant d'aborder ce que je vais voir. Je lis beaucoup sur les camps, mais entre lire et voir, non, je ne fais. J'ai eu déjà des contacts avec des personnes qui ont fait le même voyage et apparemment c'est quelque chose assez... on ressent une froideur. C'est ça, une froideur. Et on reste sans parole. J'espère que je vais ressentir ça humainement et que par après on sera à partir de là expliqué. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous partons pour une démarche sur le camp d'Auschwitz. Je crois que cette démarche, pour moi, elle est importante. D'abord pour moi personnellement et puis pour pouvoir par après en faire témoignage. Et je me rends compte que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec ce qui se passe au Kosovo, eh bien c'est quelque part un retour en arrière et que c'est dramatique. Je pense que
Si on arrive ici et qu'on ne laisse pas parler son cœur, il ne faut pas venir. Et je crois que c'est aussi une façon d'approcher les problèmes actuels, où la haine se fait jour de plus en plus et on voit des montées d'extrême droite, et je pense notamment à l'Autriche. Donc oui, il faut laisser parler son cœur, certainement en venant ici. Vous pensez que vous allez penser au présent en visitant le camp? Ah, c'est clair, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, mon but, c'est d'être quelque part un passeur de témoins. Donc aussi continuer, après cette visite, après ce que je vais voir ici, faire profiter les autres d'une expérience qu'on m'aura transmise, prendre un témoin et repasser le témoin. Le train. Le train. Le train conduit. Le train conduit. Le train conduit là. Le train conduit là. Là où triomphe la violence. Violence. Rouge âcre. Là où s'éternise la fumée. Fumée. Noire, nauséabonde. Là où s'amonçaient les cendres. Cendres. Gris morne. On arrache des enfants des mamans qu'on voulait que les mamans parfois aillent travailler, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils ne voulaient pas amener les enfants. On envoyait les mamans directement, les jeunes femmes avec les enfants au crématoire. Parce que c'était ici, on a l'air très tranquille, très calme, mais ce n'était pas comme ça. Parce que raus, et puis links, rechts, links, rechts, et là, ils les SS frappaient pour terroriser directement, pour nous conditionner directement et pour nous dire directement, vous êtes dans un camp où il faut la discipline. Et la discipline commençait déjà ici par nos endoctrinements pour obéir. Guidés par les rescapés, les participants passeront de longues heures à Auschwitz et à Birkenau. La visite du musée aménagé dans les blocs d'Auschwitz révèle toute l'horreur de l'extermination et de l'incroyable mécanique bureaucratique et technique mise au point par les nazis pour tuer. Une tresse de cheveux, une paire de lunettes, une valise, une victime chaque fois. Ici, la folie de l'homme devient tangible, seule son ampleur reste difficilement perceptible. Nous avons pu rentrer dans le bloc et essayer de nous trouver une place pour passer la nuit. Et je vais vous dire que ça a été la pire nuit de notre séjour à Birkenau, parce que déjà dans cette baraque, il y avait des centaines de femmes qui ne tenaient pas à nous faire une petite place. Alors il a fallu jouer des coudes, et la première nuit, nous avons dormi à peu près une dizaine sur une couchette, pas sur les 3 étages. Alors je crois qu'on va rentrer dans la baraque et que vous allez voir comment on a passé notre première nuit. Mais expliquer ce que fut la vie au quotidien, confier la peur, la crainte des coups et de la sélection, décrire le travail de forçat ou l'interminable attente, dire la fin, serait vain sans message ou leçon à transmettre aux futurs adultes. Chaque visite est suivie d'un débat au cours duquel les échanges, témoignages et commentaires viennent compléter les informations recueillies plus tôt. Ce qui s'est passé dans cette grange, il n'y a aucun peintre, aucun écrivain, aucun compositeur, personne ne peut le décrire. Ça a été une nuit infernale. Les rescapés ont tous une expérience unique à communiquer. Aucun n'a vécu ce que l'autre a connu. D'un camp à l'autre, d'une année à l'autre, la situation variait sensiblement. Le discours n'est pas monolithique, les motivations non plus. Certains se sont tus jusqu'à ce qu'une extrême droite révisionniste s'affirme. D'autres ont parlé plus tôt, souvent après avoir vaincu leur propre réticence et celle de leur entourage. Mais au sortir du camp, je n'ai diffusé aucun message. Je n'avais pas tellement envie de parler, j'avais plutôt envie d'embrasser. Et ceux auxquels je m'adressais n'avaient pas envie de m'entendre. C'est-à-dire, quand je dis envie de m'entendre, c'est-à-dire entendre des horreurs, des choses qui font mal. Et lorsqu'il s'agit d'une personne que l'on connaît, et qui vous dit des choses horribles, évidemment, ça a une autre allure que lorsqu'on vous dit votre 50 membres de votre famille ont été massacrés. Pourquoi? Parce que ça fait une espèce d'abstraction, ces 50 membres qu'on n'a plus vus d'ailleurs depuis des années. C'est-à-dire que voilà le gars qui revient, inattendu, pas annoncé, rien, il est là,
Alors si je vous ouvre la bouche pour raconter des choses terribles, on se mettait à pleurer. Alors bon, alors je me disais, je ne vais pas faire dégouliner toutes les larmes de chacune des personnes auxquelles je m'adresse. Parce qu'ils ont un auditoire, une audience ou une tribune, s'adresser à des enseignants, des journalistes ou des délégués syndicaux est un des moyens choisis par la Fondation Auschwitz pour diffuser le message des survivants des camps. Un message résolument tourné vers l'avenir. Les jeunes me posent la question toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours moyen de faire, c'est à vous de chercher. Il y a des collectifs, il y a des partis, il y a des organismes, à l'école, autour de vous, surtout autour de vous, tous les jours. La bataille de tous les jours, c'est pour parler. Parce que nous, évidemment, nous sommes plus faciles à parler pour nous, parce que nous, on a perdu la liberté, on a perdu notre jeunesse. Et on a plus facile à donner des conseils à vous, mais il faut se battre. La vie, c'est une bataille, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut parler tous les jours autour de vous. Je suis la voix d'elle. Je suis la voix de l'autre. Je suis la voix de tous ceux. Je suis la voix de toutes celles. Je suis la voix de tous ceux, de toutes celles qui. À Birkenau, devant le monument international aux victimes du fascisme, une émotion inattendue, incontrôlable, s'empare de chaque membre du groupe. C'était la nuit. Le brouillard descendait. Les biens personnels en arrière. Une dernière pensée pour les siens. Ici prit fin ce chemin. Il menait à la mort. Après l'éprouvante visite du camp, poser une rose sur une des 22 stèles, une dans chaque langue parlée à Birkenau, est plus qu'un geste symbolique. Pudiquement, les sentiments s'expriment, comme si enfin les horreurs entendues abandonnaient la raison pour le cœur. Il y a certains moments où je n'étais même pas capable de faire des photos. Par exemple, les mémorials, oui, mais je m'attendais, mais surtout les blocs des enfants. Ces dessins dans les murs et ces blocs où ils étaient les enfants, je n'étais pas capable de bouger. Il y a eu des moments très, très durs. Heureusement qu'on finit tous les jours un peu pour une note un peu plus positive parce que c'est très fatigant. Surtout, très fatigant, pas tellement physiquement, mais on voit bien qu'à la fin de la journée, il y a une chape. On peut tout imaginer, l'horreur, elle est là. Elle est là dans notre tête, dans les images qui défilent dans nos têtes, de toutes ces familles qui ont été conduites à la chambre à gaz, qui ont été rouées de coups. Et c'est inévitable que quand on a des enfants, quand on a des familles, eh bien, on peut s'imaginer soi avec ses propres enfants, son conjoint, ses parents. Et quelque part, en sortant de là, on se dit qu'on a de la chance d'être en vie, qu'on a de la chance de connaître la liberté, qu'il faut à tout prix pouvoir la défendre et que c'est une valeur qui est importante à revendiquer. La démocratie, c'est quelque chose qui est merveilleux. Je ne m'imaginais pas aussi grand. On savait, mais je pensais que c'était plus petit, pas comme c'est. En fait, vous saviez ce que c'était et pourtant vous avez été particulièrement surpris. Ça veut dire que même les gens qui ont une certaine information ont encore beaucoup à apprendre? Je pense que oui. Il y a énormément à apprendre, énormément à voir, parce que c'est inimaginable. Vous attendiez une telle émotion dans tout le groupe? Non, pas du tout. Je m'attendais à de l'émotion, mais je me suis sentie finalement très proche de tout le monde. Et j'ai remarqué que les gens se rapprochaient les uns des autres à travers cette émotion. C'est vrai que l'émotion était très forte dans le groupe. Et moi personnellement aussi, à certains moments, j'étais ému de par l'environnement et de par aussi ce que j'ai entendu de quelques rescapés qui nous accompagnent. Et je crois que
c'est vrai qu'une fois que ces rescapés disparaîtront, ce sera un petit peu le relais à des personnes qui auront été avec eux pour témoigner aux générations futures. Raconter l'indicible. Quel mot faut-il employer? Je ne crois pas qu'on ait les mots pour vraiment toucher l'autre. Et nous qui avons vu ça de loin avant de venir ici et qui maintenant mettons le doigt dessus, nous ne trouverons sans doute pas les mots très facilement pour faire passer le message. On essaiera. Les gens qui viennent là, à Auschwitz, Birkenau, et croyez-moi, mon expérience, sont tellement marqués que même, par exemple, de nombreuses écoles avec lesquelles je suis venu ici, quand je les revois 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, ils sont toujours marqués par les événements qu'ils ont vécu ici, pour la bonne raison que c'est quelque chose qui rentre pas seulement dans l'esprit, mais qui rentre également dans la chair, dans le cœur, et qui reste absolument en vous aussi longtemps qu'on vit. D'ailleurs, chaque fois que j'ai un groupe qui retourne à Bruxelles, un groupe de jeunes, je leur dis, vous ne serez plus les mêmes qu'avant. Différents et convaincus que leur devoir est de témoigner parce qu'ils font partie de ceux qui ont découvert les camps en compagnie des derniers survivants. Les rescapés savent que bientôt, ils ne pourront plus compter que sur ceux avec qui ils ont passé plusieurs jours pour continuer leur combat et relayer leurs témoignages. Il y a un jour où il n'y aura plus de témoins de ce qui s'est passé ici pour parler. Est-ce que ce jour vous fait peur? C'est-à-dire, non, peur n'est pas le mot. Ce jour m'inquiète. Parce que peur, j'ai mes peurs, comme tout le monde a des peurs, et j'ai des peurs particulières à cause de mon parcours, mais non, c'est pas peur, je suis inquiet. Parce que je connais des historiens personnellement, et puis j'ai lu quand même pas mal de livres, et je me suis aperçu qu'un même événement pouvait être raconté différemment, et surtout interprété différemment. Donc là, je suis un peu inquiet. Maintenant, je m'empresserai d'ajouter que les témoignages doivent connaître la même vigilance et la même attention et contrôle que les textes que l'on aura après sans aucun survivant présent. Rigoureux et attentifs à ne rien édulcorer de ce qu'ils ont entendu et vu, les participants au voyage quittent la Pologne avec des convictions renforcées. Ils sont devenus les dépositaires de la mémoire des rescapés. Demain, ils seront leur voix. Vous avez déjà réfléchi à la manière dont vous allez parler à vos élèves de ce que vous avez vu ici? Oui, mais j'ai un peu l'impression que je ne vais pas leur en parler abrupt. Je crois que ça viendra d'abord souvent par mon attitude d'enseignant. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais leur dire qui ne passeraient pas. Et je crois que c'est d'abord dans mon attitude, dans ma manière de réagir, dans ma manière de gérer les conflits dans la classe, que ça m'a apporté beaucoup de vivre cette expérience. Pour vous, la situation est comparable avec ce qu'on a vu ici et ce qui se passe chez nous maintenant? N'est pas comparable avec ça qu'on a vu ici, mais il peut être très comparable au début des années 30. Ça commence toujours par des petites choses, et c'est en banalisant les petites choses qu'on monte en degré. On monte en degré et on finit pour banaliser les choses terribles, comme ici. Oui, on va en parler, je veux dire, surtout pour éviter le racisme, tout. Parce que bon, on a beaucoup d'étrangers au travail, donc je pense que ça peut m'avancer beaucoup. Allez. On va tout doucement se mettre en projet par rapport à l'année prochaine, puisque nous avons l'objectif au collège de constituer un groupe d'élèves de classe terminale et de les accompagner à Auschwitz l'année prochaine. Et donc nous allons nous mettre en projet avec eux, ce qui veut dire qu'on a quand même du pain sur la planche, puisqu'on veut que ce soit leur projet, qu'ils soient eux-mêmes acteurs de ce projet. Et donc ça veut dire qu'on va avec eux leur cheminer, leur permettre de voir ce qu'eux ont envie de réaliser, ce qu'eux-mêmes auront envie de transmettre à d'autres à leur retour d'Auschwitz. Parce que je pense que ce qui est important, c'est l'effet de la tache d'huile. Et le fait de raconter des choses qui sont fraîchement vécues va certainement les intéresser.
D'autre part, on les a quand même déjà un petit peu accoutumés à ce sujet puisque nous avons été voir avec eux La Vita è Bella et que suite à ça, on a fait certains travaux de recherche sur le plan historique surtout. Maintenant, on va pouvoir aussi leur parler des témoignages que nous avons entendus. Je pense qu'on ne sort pas d'ici le même que quand on est entré. Quand on sort d'ici, je pense que chacun, et j'en ai déjà discuté avec plusieurs amis, parce qu'on est devenus des amis, hein, c'est un groupe fantastique, on a beaucoup d'amitié, je crois que personne ne va rentrer comme il est venu. Personne. Ce mur, pour nous, représente tous les murs où l'on a fusillé des patriotes à travers toute l'Europe occupée, y compris chez nous, en Belgique, au tir national, à Brendonk et à d'autres endroits encore. Les deux étudiants, invités à déposer une gerbe au pied du mur de la mort du camp d'Auschwitz, seront demain les témoins des témoins. Ils n'oublieront jamais cette cérémonie sobre et émouvante au cours de laquelle un survivant des camps les nomma les architectes du futur, ceux-là qui devront toujours se battre pour bâtir une société libre. On ne leur demande pas de changer le monde, on leur demande d'être fidèles aux sacrifices consentis par leurs aînés. On leur demande d'être réels face aux réalités de la vie, aux réalités de tous les jours. On leur demande surtout d'être vigilants face à la montée de l'extrême droite. C'est quelque chose qui est absolument important, tellement important qu'on n'est jamais assez vigilant. L'expérience du passé nous l'a démontré. Birkenau, Chelmno, Majdanek, Belzec, Treblinka, Sobibor. Génocide. Hier. Aujourd'hui, ethnocide. Aujourd'hui, assassinat collectif. Ethnocide. Assassinat collectif. Et demain,